Je me suis entraîné dans la course à pied. C'est ça qui m'a plutôt aidé à faire face à la dépression, à la solitude. Bon, même quand tu cours, tu es quand même seul, hein, même dans beaucoup de sports d'ailleurs. Mais ça m'a permis de regagner aussi confiance en moi. Et puis, enfin, c'est Dimitri, mon meilleur ami, mais qui m'avait dit, bah voilà, tiens, tu pourrais faire des compétitions, tu as un bon niveau. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrit dans un club à Colombes. Ça s'est pas très bien passé à cause du coach. Tu vois, c'est toujours un problème de professeur ou de coach, en fait. À l'époque, il n'y avait pas autant de coureurs qu'aujourd'hui. C'était pas un truc à la mode. Il n'y avait pas du tout de coureurs. J'allais dans le parc. C'est intéressant, tu vois, ce que tu dis, parce que en allant même dans un parc, là, aujourd'hui, il y a plein de gens qui courent. Tu vois, le parc de Monceau, là, c'est incroyable le nombre de coureurs. Mais à l'époque, quand je courais en 2005-2006, il n'y en avait pas autant des coureurs. Vraiment pas. J'ai participé il y a 3 mois et demi, au semi-marathon de Vientiane, donc la capitale du Laos, qui m'a beaucoup plu. Une course qui a commencé vers les 5h du matin, 4h30, 5h. J'ai jamais fait une course aussi tôt de ma vie. Et j'ai adoré. J'ai adoré cette course. L'ambiance, les gens, c'est pas comme ici. Pourquoi la course à pied? Parce que c'est le sport. En fait, ça fédère. Bonjour Steven. Bonjour Kevin. Sois le bienvenu, je suis ravi de te recevoir. Merci. Alors, tu es le fondateur du podcast Sabaïdi. Tu t'apprêtes à lancer Sabaïdi Run cet été. Tu t'es donné pour mission de courir à travers 11 pays d'Asie du Sud-Est pour relier les peuples, les histoires, les cultures et les émotions. Mais revenons d'abord sur ton parcours. Quelle enfance tu as eue? Waouh. En tout cas, merci de m'inviter. Je t'en prie. Grande question. Parcours assez chaotique au niveau école. J'étais pas très bon. Donc moi, je viens de Colombes. 9-2. Ouais. Haute-Seine. Haute-Seine, c'est ça. Quartier populaire où j'ai eu des copains de toute origine. Africains, maghrébins, asiatiques, il n'y en avait pas tellement. Il y a toujours un ou deux asiatiques dans chaque école, vietnamiens ou chinois. Donc comme je disais tout à l'heure, chaotique, assez chaotique l'école. Pas parce que je n'aimais pas les matières, c'était surtout par rapport aux profs qui mettaient beaucoup la pression en fait. Moi j'ai besoin de... Je crois que j'en ai toujours besoin. J'ai besoin de gens qui soient, qui jugent pas, quoi. Quand je dis juger, c'est, on me disait souvent je suis timide, toujours timide d'ailleurs, qui me disait toujours tu parles pas assez fort, lève la main plus haut, mets-toi au milieu, mets-toi devant. Et je sais pas pourquoi je voulais pas en fait. Est-ce que des fois ça m'est arrivé aussi, ça te tétanisait quand un prof t'envoie au tableau pour un exercice? Ouais, carrément. Et tétanisé, limite, t'as peur de casser la craie, puis tous tes potes, tous les camarades te regardent. Mais je crois le pire, c'était des poésies, quoi. Réciter une poésie devant tout le monde, j'arrivais pas, quoi. Ah oui. Alors, c'est terrible pour moi ce moment-là. Même si la poésie, tu vois, en soi, j'aime bien la poésie, quoi. C'est même, j'ai envie de dire, ancestral, c'est magique, quoi. Mais c'est dans la manière tu vois, de transmettre, d'éduquer, qui, moi, me convenait pas. Et je m'en voulais, tu vois. En plus, tu culpabilises de pas pouvoir y arriver. Et en plus de ça, t'as pas des bonnes notes. Alors, tu vois, en termes de confiance en soi, je pense que dessus, il y a quand même un gros travail à faire, tu vois, à ce niveau-là, pour moi, dans l'éducation nationale, quoi. Moi, je juge pas les compétences, mais comme dans la vraie vie, c'est pas ce qu'on cherche forcément, les compétences. Ce qu'on cherche, c'est des gens qui soient fiables, empathiques, qui veulent travailler, qui soient à l'écoute. Moi, c'est ça que... du coup, ça m'a permis chez moi de développer des capacités, si tu veux, d'observation, qui m'a ensuite permis de faire plein de choses. Mais d'ailleurs, tu as été écarté de l'école pendant 2 ans, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Merci de poser ces questions parce qu'on ne me la pose pas du tout. Cette question, c'était en fin 2005. D'accord. En fait, j'ai fait un STI. Donc STI, c'est Sciences et Technologies et Informatique, parce que je voulais faire informaticien, comme mon père. Vu que je ne savais pas quoi faire dans ma vie, je me dis, je vais faire comme mon père.
Et voilà, j'ai fait une seconde, STI optique, option optique, à laquelle j'ai redoublé parce que j'ai pas des bonnes notes en maths et en physique et en chimie, même en trichant. Avec la Ah bah c'est calculette, bien de l'avouer. bah ouais, avec la calculette scientifique, tu vois. Oui, oui. Même alors quand j'ai eu 9, je crois, où j'étais dégoûté, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, j'abandonne. Donc j'ai redoublé. Ensuite, ma conseillère d'orientation m'avait dit à ce moment-là, bah, qu'est-ce que tu pourrais faire? Je dis, je sais pas. Tu vois, le guide de l'ONICEP. Dans l'ONICEP, c'est le fameux guide où on te donne toutes les filières possibles, inimaginables. Rien que ça me dégoûtait parce que je trouvais pas du tout ce qui me convenait. Et elle m'a dit, bon, bah, tu pourrais faire du commerce. Ok, bah, commerce. Bon, c'est général, le commerce. Donc, j'ai fait commerce. Donc, j'ai fait voilà, un BEP commerce, dans lequel j'ai réussi mon année. J'étais en plus délégué. Oui. Et à la fin, on me Dans dit... quelle classe, juste BEP. BEP Ah, BEP, oui, voilà, excuse-moi. lycée professionnel. Oui, quoi. oui. Qui se fait en un an, au lieu de deux, ou même voire de 3 aujourd'hui. Et on m'a dit, bah non, tu passes pas, quoi. Tu passes pas en bac pro commerce. J'étais dégoûté, je dis c'est pas possible, j'ai des bonnes notes et tout. Et puis en plus j'avais les notes des autres élèves et je comprenais pas. Donc j'ai vécu quelque part une injustice. J'ai jamais eu la réponse d'ailleurs à cette question-là. Donc j'ai passé des sales vacances à chercher des écoles en fait parce que j'avais pas d'école en fait. Donc voilà, suite à ça j'ai pas trouvé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, année sabbatique. Au début, tu trouves ça cool parce que tu dis, bon, t'es pas à l'école et tout, mais après, ça devient un peu pesant parce que tu vois tes copains, voire même des élèves avec des sacs à dos partir, même se voir, et toi, t'es un peu, t'es à l'écart de la société. Hein. En plus, chez ma mère, donc je dormais chez ma mère, ça mettait un peu la pression parce que on va dire chez les Asiatiques, même peut-être pas que chez les Asiatiques, mais en général, peut-être, les parents, ils veulent vraiment que les enfants y réussissent, qu'ils travaillent, quoi. Et on ne voyait pas aller à l'école, donc du coup elle disait pour elle je faisais rien, quoi, tu vois. Alors mais qu'est-ce que je faisais entre temps? J'allais dans les bibliothèques, je lisais beaucoup. En fait j'ai repris goût à la lecture, quelque part ouais, à vouloir apprendre. Pour moi je travaillais, tu vois, même plus qu'à l'école, mais pour elle non. Donc du coup ça me mettait quand même la pression. Et qu'est-ce que j'ai fait pendant donc du coup un an, voire même 2 ans? Je me suis entraîné dans la course à pied. C'est ça qui m'a plutôt aider à faire face à la dépression, à la solitude. Bon, même quand tu cours, tu es quand même seul, hein, même dans beaucoup de sports d'ailleurs. Mais ça m'a permis de regagner aussi confiance en moi. Et puis, enfin, c'est Dimitri, mon meilleur ami, mais qui m'avait dit, bah voilà, tiens, tu pourrais faire des compétitions, tu as un bon niveau. Donc, ce que j'ai fait, je me suis inscrit dans un club à Colombes. Ça s'est pas très bien passé à cause du coach. Tu vois, c'est toujours un problème de professeur ou de coach, en fait. En fait, il me convenait pas tellement. En fait, il me critiquait tout le temps, en fait, mais pas dans le bon sens, tu vois. J'avais même gagné une course une fois, interclub. Il me disait, si tu venais plus souvent à l'entraînement, tu feras des meilleurs résultats. Tu sais, au lieu d'être content pour moi, tu vois. Du coup, je m'entraînais encore seul, toujours. Donc, parcours assez autodidacte. Hein. J'ai dû apprendre, je notais toutes mes séances d'entraînement. Je faisais... à l'époque, il n'y avait pas autant de coureurs qu'aujourd'hui. C'était pas un truc à la mode. Il n'y avait pas du tout de coureurs. J'allais dans le parc. C'est intéressant, tu vois, ce que tu dis, parce que en allant même dans un parc, là, aujourd'hui, il y a plein de gens qui courent. Tu vois, le parc de Monceau, là, c'est incroyable le nombre de coureurs. Mais à l'époque, quand je courais en 2005-2006, il n'y en avait pas autant des coureurs. Vraiment pas. Et limite, quand je courais, on me disait, mais pourquoi il court? Oui, ça m'est arrivé aussi. Hein. Ouais. Oui, quand je faisais de la course à pied et tout ça. Je le fais toujours, hein, d'ailleurs. Quand j'étais plus jeune, on me disait, oui, oh, mais pourquoi tu cours? Moi, je dis, je fais du sport, tout simplement. C'est ça. J'imagine encore, il y en a encore certains qui disent pourquoi ils courent, mais il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui des coureurs. Bon, maintenant, t'es dans le truc, quoi, si tu le fais aujourd'hui. Mais c'est bien, je suis content qu'il y ait beaucoup de monde qui court, et c'était dû aussi à plein de raisons, hein. La vie, la société, t'aimes bien les sujets de société, à mon avis, c'est plein de choses, hein. Le burn-out, la dépression, le respect de son corps, peut-être avoir un responsable ou un directeur qui te dit des ordres et que tu n'as pas envie de les faire. À un moment donné, tu as envie d'une chose, c'est un peu te défouler sur quelque chose et aussi reprendre le contrôle de ton corps et de ton esprit. Je pense que c'est pour ça aussi que les gens ils aiment aussi courir. C'est ça. Ouais. Et malgré un parcours scolaire un peu compliqué, tu as quand même suivi des études supérieures. Hein, tu as fait des études de cinéma au Canada. Ouais. Oui.
Ouais, je suis resté 6 mois. Oui, Ouais, 6 mois au Canada. En fait, 5 mois, ça a duré la formation, mais je suis resté 6, en fait, parce que 6, c'était la durée max, on va oui. dire. Je me suis dit, bon, allez, autant rester un mois de plus, hein. Donc, bonne expérience. Ça m'a appris beaucoup de choses. Bon, il y a certaines choses que je connaissais dans le point de vue théorie, on va dire, histoire du cinéma. Mais ça m'a plutôt. Ce que j'ai beaucoup plus aimé, je crois que c'est les rencontres quoi, que j'ai faites. Donc, c'était une classe assez sympa. En plus, il y avait des Français, des Canadiens. Puis, je crois qu'il y avait des Belges. Puis, j'étais en colocation. Et puis, ça m'a permis aussi de voir un autre pays, quoi, le Canada. J'en ai entendu que du bien. Alors, je me suis dit, tiens, je vais voir comment c'est. J'étais du côté Québec. Mhm. Et effectivement, ils sont super accueillants. Franchement, j'ai vraiment aimé. Même les boîtes de nuit, tu vois, ça c'est marrant. Tu vas en boîte de nuit. Bon, j'étais célibataire à l'époque, mais c'est marrant parce que c'est les filles qui viennent vers toi, quoi. C'est pas comme à Paris, quoi. Ah ouais. Ici, on te fait la gueule, mais là-bas, elles viennent vers toi. Mhm. Il n'y a pas de, tu vois, y a pas de trucs bizarres, quoi. Je pense que c'est les relations humaines, quoi. Et puis j'étais avec des potes, ils me disaient attends, nous aussi on a pas ça en France. C'est incroyable quoi, c'est ce changement culturel. Oui, oui. Il fait froid, mais c'est pas un froid désagréable. On se dit ouais, il fait super froid là-bas, -20, -25, voire même plus. Mais c'est pas un froid désagréable et limite j'ai envie de te dire, ce froid-là rapproche les gens. Ah oui, paradoxal, quoi. Ouais. Alors, tu parlais des rencontres, c'était un peu, on va dire, les prémices du podcast hein, que tu as lancé en 2016. C'était Stephen K. Comment est née cette idée? Alors Stephen K, ça part d'une remise en question. Parce que en fait j'ai fait plein de boulots. Je fais pas mal de petits boulots. Oui. J'étais serveur, barman, coursier à vélo, gardien de square, puis j'ai fait le personnage de Disneyland, j'ai fait animateur. En, J'ai fait- en fait, j'ai le sentiment qu'après cette expérience-là au Canada où tu avais fait des études de cinéma, il n'y a pas eu beaucoup de débouchés, en fait. Non, 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 j'ai pas eu un déclic si tu veux à ce Oui. moment-là. Pareil, j'ai eu aussi un complexe, je vais te le dire tout à l'heure, mais Mhm. pareil, toujours par rapport au prof, quoi. Je crois que j'ai du mal avec ça en fait. Je suis bloqué. J'arrive pas. J'arrive pas. Je suis quelqu'un qui emmagasine beaucoup d'informations et quand je suis pas en confiance, j'arrive pas à me lâcher. J'arrive pas à montrer, on va dire, l'étendue de ce que je peux faire. Donc du coup, je bloque. Je garde tout en moi. C'était dû à mon enfance, hein, ça certainement. Parce que dans la famille, on se parlait pas vraiment, on communiquait pas assez. Donc du coup, j'ai dû adopter cette posture-là quelque part, peut-être pour me protéger, pour survivre. Et du coup, non, j'ai pas eu de déclic. C'est bien plus tard que je l'ai eu. Donc, ouais, effectivement, à partir de 2000, fin 2015, début 2016, je commençais à me dire, tiens, bon, remise en question, dans quoi je suis bon, dans quoi je suis moins bon. Et je trouvais pas, et je me suis dit, bon, bah, j'aime rencontrer l'autre, je suis assez curieux, mais en même temps, je trouvais toujours pas la forme idéale. Et puis, un ami à moi faisait lui des petits tournages, Didier, à l'époque. Et ça m'a inspiré, du coup, je me suis dit, tiens, la vidéo, pourquoi pas, et pourquoi pas les interviews. Voilà. Ce sont mes amis qui m'ont encouragé, donc Dimitri, Rama et Didier, qui m'ont vraiment encouragé. Donc ça part vraiment d'une. Voilà, ce sont mes amis qui m'ont poussé à le faire. Et puis moi aussi, ça m'a permis de. En plus, à ce moment-là, j'habitais plus chez mes parents. J'avais un studio à Courbevoie. Ça m'a totalement libéré, si tu veux, parce que j'ai pas eu de. Enfin, je me sentais libre, en fait. Mhm. Et là, j'ai dû déployer tous mes ailes. Et ensuite, je me suis dit, bah tiens, j'ai envie d'interviewer qui je veux. Donc, je me suis autorisé, si tu veux, à me dire, c'est pas impossible. Je me suis jamais posé cette question-là, en fait. Donc, moi, étant fan de manga et de Marvel, j'adore les super-héros. Mhm. Je me suis dit, il y a des super-héros dans la vie, je vais interviewer des super-héros dans la vie. Donc, j'ai pris un peu des personnages, j'aime bien dire personnages, quoi, un peu atypiques. Et aussi, donc ça paraît assez humoristique comme ça et pas sérieux. Par exemple, tu vois, j'ai fait champion d'Europe de yo-yo. Bon, c'est marrant, il fait du yo-yo. Mais à travers ça, je cherche, tu vois, bah, je pense comme toi tu fais. Derrière, il y a quelque chose, quoi. Il y a une Mhm. histoire. Et c'est ça que je cherche, en fait. Et pourquoi le yo-yo, par exemple? Parce que ça me rappelle l'enfance. Donc tout est lié à l'enfance. Parce qu'on me demande souvent comment tu fais pour trouver les interviews, les personnalités, les thématiques. En fait,
je me base à mon passé, tout simplement. Tiens, je suis fan de feux d'artifice. Je vais interviewer l'un des plus grands organisateurs de feux d'artifice d'Europe. Je suis fan de... Tiens, je vois un post-it. Tout de suite, je me dis, bah, tiens, qui a inventé le post-it? Bah oui. Tu vois, c'est un... On se pose pas souvent ces questions-là, en fait. Ouais. Enfin, ces questions de qui a inventé quoi, etc. Les choses, on va dire, par exemple, qui a inventé le micro, par exemple. Ouais, exactement, c'est ça. Et ça développe une curiosité que j'avais déjà, mais là, je l'ai développée encore plus. Mais ça, encore une fois, c'est grâce au petit boulot que j'ai fait. Oui. Commis cuisine, tous ces boulots-là, en fait, quand t'es avec des gens qui se lèvent tôt le matin, à 5 heures du matin, par exemple, je me rappellerai toujours de ça, je me suis levé, c'était le 31 ou 30 décembre, je crois, commis de cuisine, il y a une queue de dingue, en fait, parce que tu fais la queue pour qu'on te donne une mission d'intérim. Et puis, dernier moment, la femme m'a dit, il y a plus de place. Il y avait plein de gens derrière moi, à côté de moi, dont des mères, des pères, de femmes, tu vois, qui étaient... ils le prenaient avec le sourire. Ça te donne une leçon, en fait, sur la vie, en fait. Tu dis, bon, toi, ça va, t'es encore jeune, t'as encore plein de choses, mais eux, c'est leur vie. Et ça m'a appris beaucoup de choses sur l'humain. Et donc, c'est ça a développé des choses chez moi. En fait, je me suis dit, tiens, tout est important, en fait. Il y a pas... On fait... Tu sais, j'entends souvent, non, mais ça sert à rien de faire, à quoi ça sert? En fait, tout sert. Et t'as l'impression que ça sert à rien sur le moment, t'as pas le résultat, mais moi, je crois à l'attention, au pouvoir de l'attention. Qui est pour moi la croyance, qui est l'énergie la plus puissante du monde, parce que c'est même plus fort que la vérité, la croyance, tu vois. T'as beau dire, t'as le soleil qui est là, et l'autre qui dit non, c'est pas le soleil, c'est la lune. Si la personne elle croit en ça, tu peux pas... c'est la croyance qui gouverne même le monde, j'ai envie de dire. Exactement. Et est-ce que avant de lancer ce podcast, tu t'intéressais déjà au parcours de vie ou pas forcément? Ouais, déjà. Je sors d'ailleurs à mon deuxième livre, parce que j'ai fait un livre qui s'appelle Chemin en 2021. Et là, j'en sors un deuxième où je raconte les coulisses de mes interviews et là, j'explique un peu comment je fais, mais pas que ça, le parcours d'Intimide, par où on passe. Et donc là, effectivement, bien avant de faire des interviews, je m'intéressais aux gens déjà. 2010-2011... j'avais contacté Mike Salisbury, donc un Américain qui vit aux États-Unis, qui a travaillé avec Michael Jackson, parce que moi j'adore Michael Jackson. C'est lui qui a donné l'idée à Michael Jackson des chaussettes blanches qui scintillent, qui a fait la couverture aussi de Off the Wall. Pas des gens connus, mais moi j'adore les gens comme ça. C'est souvent les plus intéressants pour moi. C'est vrai. Et il m'a répondu, on s'est échangé des mails, j'ai envoyé des dessins. Et c'est, en fait, je crois depuis longtemps, j'ai toujours ce côté-là, mais je ne me rendais pas compte. Je ne me suis pas dit, tiens, j'ai envie de faire des interviews. En fait, je crois depuis tout petit, je crois que je m'intéressais à ça. Ok. Alors effectivement, tu as interviewé de nombreuses personnes. Hein. Il y a Bill Yossès, qui est le chef pâtissier de la Maison Blanche. Il y a Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, ou encore le créateur des billets de francs. Comment tu es entré en contact avec ces personnes? On va commencer par Bill Yossès. Ouais, Bill qui est un ami que j'aime énormément. S'il me voit, je le salue. Bill, en fait, comment je l'ai contacté? Ah là là, comment raconter ça? En fait, j'avais interviewé le triple champion du monde de pizza, Thierry Graffagnino. D'accord. Et grâce à Thierry Graffagnino, en allant chez lui, il m'a montré un article dans lequel il y avait... en France, ils ont fait une réunion un duo. En fait, ils ont réuni le chef pâtissier de l'Élysée et le chef pâtissier de la Maison Blanche. Et là, ça m'a donné une idée. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de les interviewer, quoi. Et voilà, c'est comme ça. Et puis, je l'ai contacté je crois que c'était sur Facebook ou par mail. Souvent, ça se fait comme ça. Hein. Là, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est, je trouve, un peu plus simple qu'avant. C'est pas toujours simple, hein, mais c'est pas comme avant, je pense. Enfin, je sais pas comment c'était avant, mais je pense que... Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai contacté. On a fait une super interview, d'ailleurs, dans un bel hôtel, une suite royale, je crois, au Crillon. C'était énorme. Et puis, Thierry Frémaux, alors lui, oh là là. Alors lui, j'ai mis, allez, je vais être gentil, 5-6 ans
à enfin avoir un oui, tu vois. Ah, J'ai chevauché, hein, j'ai contacté son attaché de presse. ouais, ouais, c'est ça, son institut à Lyon, Ouais. enfin Lumière. Mhm. Je suis passé par d'autres gens à côté, même par le descendant des frères Lumière, parce que j'ai interviewé aussi les descendants, parce que j'interviewe aussi les descendants, Mhm. qui m'intéressent énormément aussi. Et toujours pas de réponse. Et puis il me disait, ouais, bon, on pourra se contacter avant le festival, c'est là où je suis disponible. Pendant 3 à 4 ans, il arrêtait pas de me dire ça. Je suis même allé à Cannes une fois, tu vois, même pendant le Covid, je suis même allé, tu vois. Euh, Toujours pas. Et puis un jour, je renvoie encore un message, il me dit, bon, vu que tu es persévérant, allez, on va se trouver un moment. Donc on a trouvé ce moment-là dans Paris. Voilà, et puis qui d'autre? Il y avait le billet de franc, ouais. Oui, c'est ça. Ouais, Roger Foun, qui est malheureusement plus là. Il est parti. Donc ouais, je le rends hommage, qui a dessiné, ouais, effectivement les billets de franc et qui a dessiné aussi le passeport suisse. Mhm. Roger, bah, lui pareil, par mail. Par mail, il m'a répondu. Non, je crois même pas par mail. Je crois que c'était les pages blanches, version suisse. Mhm. Voilà. J'appelle et puis je tombe sur lui, puis ils disent OK. C'est intéressant parce que souvent les plus grands, enfin, quand je dis les plus grands, c'est pour moi qui ont un parcours, qui ont contribué à la société, au bien commun, Oui. ils sont très humbles. Ils te posent même pas, limite ils regardent même pas ta chaîne, en fait. Ils veulent quand même savoir ton intention, évidemment, Mhm. mais ils cherchent pas c'est quoi montrez-moi des vidéos. C'est intéressant parce que souvent ceux qui ont fait un peu enfin, des choses non plus pas gigantesques, ils sont plus exigeants. J'ai Mhm. remarqué. Oui. C'est un peu comme les gens dans la vraie vie, quoi. Les prétentieux sont pas forcément les plus aguerris, Mhm. souvent. Les plus aguerris sont souvent les personnes qui ont gardé cette humilité et qui ont cette force. Moi, j'en parle beaucoup avec ma femme, tu vois. En fait, c'est question de cœur. Quand tu as un cœur qui est rempli par plein de blessures euh, ou, euh, ou même de la colère, t'as pas de place pour l'autre en fait. Donc du coup, tu suffoques, Mhm. t'étouffes. C'est comme, je disais ça hier, comme respirer quoi. C'est comme si tu avais plein de morve dans ton nez et tu n'arrivais pas à respirer convenablement. Donc forcément, ça peut que t'énerver. Tu peux pas être bien. Alors que les gens qui ont plus rien à prouver, j'ai envie de dire, qui ont gardé leur âme d'enfant, ils ont un cœur, ils peuvent accueillir, ils peuvent être à l'écoute et ils ont de l'empathie. Mhm. Et ils peuvent se mettre aussi à un niveau plus ou moins, voilà, ils n'ont pas de problème avec ça, quoi. Enfin, c'est mes observations. Ce qui est étonnant, c'est que pour un timide, t'es parvenu à, on va dire, à te montrer persévérant envers Thierry Frémaux que tu voulais à tout prix avoir. C'est pas tous les introvertis qui auraient osé, quoi. Je veux dire, toi, Je- t'as trouvé la force. ouais, ouais, je sais pas comment expliquer ça. Je crois que j'ai, comme pas mal d'êtres humains, mais j'ai pas mal de. Je suis à la fois timide, mais en même temps, si on me dit, tiens, va parler à un tel, même à Jean-Claude Van Damme, ce que j'ai Mhm. fait, je l'ai rencontré, j'y vais. J'ai pas peur. Enfin, je sais pas comment dire. Euh, j'ai fait ma première conférence, c'est un TEDx, Oui. dis-toi, j'ai fait devant 500 personnes, je l'ai fait quoi. Mhm. Mais c'est incompréhensible en fait. On se dit, mais il est timide, mais en même temps il y va. Ouais. Euh, mais ça reflète bien ma personnalité et mon parcours finalement, tout ça. C'est un mélange en fait. J'ai pas c'est pour ça que j'ai pas de modèle en fait. Ça, souvent on me dit, c'est quoi tes modèles? J'ai pas de modèle en particulier parce qu'il y a personne qui me ressemble et je pense qu'on est tous atypiques dans notre Mhm. manière d'être. Oui. Et j'en ai pas. Enfin, les gens qui sont comme moi asiatiques, ils sont trop en retrait, malheureusement. Enfin, malheureusement, je sais pas, mais je crois que c'est les mélanges des cultures qui sont ancrés en moi, je pense. Mhm. J'ai le côté occidental, français, qui aime bien aller qui foncer, puis j'ai le côté asiatique, doux, prévenant, qui fait tout voilà, dans la douceur, en fait. Et voilà, c'est un mélange, en fait, je pense. Ok. Alors, c'est en partie ce. Alors, après, tu avais lancé Sabaïdi, hein, le podcast, premier podcast laotien francophone. Sabaïdi, ça veut dire bonjour Ouais, c'est d'ailleurs. ça, Ok. exactement.
Est-ce que c'était, on va dire, la continuité de ce que tu faisais déjà? Ouais, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, Oui, c'est à la fois une continuité et une complémentarité avec mon média, Steven K. Donc, média qui a duré 10 ans. Et là, c'est suite à son voyage au Laos que j'ai eu ce déclic de dire, tiens, de me dire, tiens, je devrais faire un podcast qui parle aux franco-laotiens et pas que oui. franco-laotiens, hein. Ça peut être aussi des étrangers qui œuvrent pour le Laos et faire un deuxième média communautaire. Mhm. En plus, moi, au début, c'est marrant parce que je n'étais pas communautaire du tout. Oui. En fait, c'est très important pour moi, la communauté, parce que, en fait, je crée une vraie communauté, finalement. Mhm. Tu vois, c'est un peu comme les amis. J'aimerais avoir des vrais amis, pas des amis Facebook, quoi. Et là, avec Sabadi, j'ai la sensation, là, on a plus de 2000 abonnés en peu de temps. Je suis assez content. On n'est pas beaucoup, hein, voilà, Laotiens, surtout sur les réseaux sociaux, c'est pas notre Mhm. truc. Enfin, moi je dis nous, hein, voilà, je parle pas pour eux, mais on le voit, hein, clairement qu'on n'est pas assez visible, contrairement aux autres, tu vois. Mais je suis assez content des retours que j'ai, quoi, des soutiens, qu'on me dise, voilà, je suis content que ça existe, je savais pas que ça existait, merci de représenter la communauté. Donc j'ai jamais eu ce type de message, si tu veux, avec Stephen K. Parce qu'en fait, c'est avec Stephen K, j'étais très axé vraiment sur le monde. Donc du Mhm. coup, c'est intéressant, tu vois, plus tu vas dans plein de choses éclectiques et même dans plein d'univers, et finalement, les gens n'arrivent pas à te situer. C'est pour ça que j'ai pas eu beaucoup d'audience aussi avec le média Stephen K. Ça, j'en ai fait plus de 700, et puis même des gens qui n'ont pas été interviewés en France, tu vois. Par exemple, le Mhm. père d'Elon Musk, il n'a pas été interviewé, si, par France 2, mais je parle d'un média indépendant, non. Parce qu'en fait, les gens n'arrivent pas à me suivre. Je passe du père d'Elon Musk à, tiens, on va parler de mort imminent avec Jean-Jacques Charbonnier, puis après, tout d'un coup, on va parler du post-it, et puis tout d'un coup, on va parler du TGV. C'est trop, tu vois, Mhm. les gens n'arrivent pas à suivre. Mais moi, je le faisais pas pour ça. Je le faisais d'abord de manière égoïste pour moi-même, pour apprendre, en fait. Oui. Donc, c'est de la curiosité. Donc, la curiosité, elle est sans limite. Donc, Sabadi, ouais, donc Sabadi, je suis ancré vraiment sur le Laos. Du coup, c'est pas mal, tu vois. J'ai un Mhm. média où je vais dans tous les sens, et l'autre où je suis axé sur le Oui, Laos. oui. Donc comme ça représente bien ma personnalité, hein. Timide, pas timide, il y va pas. Mhm. Et donc, mais en s'intéressant même à c'est pas une chose, mais au pays, au Laos, en fait, c'est super riche, quoi. Mais j'en apprends tous les jours, en fait, sur mes origines, et surtout des témoignages des gens que je Mhm. remercie encore, parce que c'est grâce à eux que aussi ça me donne aussi de la force de pouvoir continuer aussi. Exactement. Ouais. Alors, mais avant de lancer Sabaïdi, tu l'as dit, tu avais fait un TEDx à la Baule, c'était en 2022. Ouais. Euh, Dans la même période, on va dire un peu plus tard, je crois, il y a eu le documentaire Panache que tu as réalisé. Est-ce que tout ça, tu as été même primé à Rome, hein, dans la catégorie Human Behavior. Est-ce que tout ça, tu l'as vécu comme une consécration? Ouais, pour le, pour le cancre que j'étais, ouais, pour l'élève qui n'était pas très bon à l'école, d'avoir un diplôme, tu vois, d'être reconnu quelque part, ça fait toujours, enfin moi ça me guérit en fait, ça me répare. Hum. Pour moi, c'est important aussi d'avoir des diplômes. C'est pas juste pour les avoir, c'est une consécration personnelle parce que tu prends ton temps, ton énergie. Ce documentaire, on a passé avec Puma, Mister Puma, qui l'a monté. Mhm. euh, qui l'a monté. Donc Mister Puma, qui est une personne que j'ai aussi interviewée. On a mis 2 ans à le faire. J'ai cru que ça allait jamais sortir à un moment donné, parce que Puma a son caractère aussi. Et quand tu fais un projet, forcément avec des gens, ça dépend pas que de toi, ça dépend aussi des autres, aussi comment Mhm. ils sont avec toi, comment ils sont eux-mêmes dans leur vie. Et puis il peut se passer plein de choses, hein, des imprévus. Ça fait partie de l'aventure, hein, j'ai envie de dire. Oui. Quand on a fini, j'étais waouh, soulagé en fait. On a fait énormément de montage, on a fait 50 interviews, il y en a 27, 28 qui ont été retenues. Donc en fait, c'est une compilation de personnalités. C'est un peu comme je fais avec Stephen K, mais de manière, voilà, comme un film, avec un début, un milieu et une fin. Euh, et voilà, donc j'ai postulé à pas mal de festivals en France et à l'étranger. En France, j'ai eu que des réponses négatives. Et étrangement, bah, à l'étranger, j'ai eu des réponses.
Pas que pour moi d'ailleurs, il y a une réalisatrice pareil que j'ai rencontrée, elle aussi, elle a été primée à l'étranger, en Inde aussi, mais pas en France. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, et toi? Étrange. On n'est pas prophète dans son propre pays, hein, de toute façon, ça c'est connu. Mais ouais, j'ai été primé à Rome. On a été primé à Rome parce que, je dis on, parce que je l'ai réalisé, mais Puma, il a fait le montage, et puis il y a eu Rama, il y a eu Dimitri qui ont contribué aussi au projet. C'est un projet voilà, en commun. Et ouais, on était assez fiers de ça, quoi. Et de manière indépendante. Je veux dire, Oui. financé, autofinancé soi-même et tout. D'ailleurs, j'ai toujours eu un parcours indépendant et je l'ai toujours, ce parcours indépendant. Mhm. Parce qu'en fait, il y a... En fait, aujourd'hui, je trouve, tu vois, par exemple, même sur les réseaux sociaux, je trouve qu'il y a des gens qui s'inventent des vies, c'est-à-dire qui se disent indépendants, qui ont commencé dans une chambre, mais c'est pas vraiment une chambre, quoi. C'est une chambre dans le 16e ou une super grande chambre, et puis ils inventent des choses. Mais, mais, mais parfois, tu vois, il y a vraiment des indépendants. Je parle pas que pour moi, je parle vraiment des gens, même pour toi, même pour d'autres. Euh, on voit pas tout ce qu'on fait derrière, et c'est un peu compliqué parce que les gens ne voient pas. Par exemple, vont te comparer à... par exemple, si tu interviews une personnalité, ils vont dire ah bah Guillaume Play a fait mieux que toi. Sauf que je dis lui, pourquoi? Oui. Parce que il y en a certains, ils sont aidés financièrement, ils ont des sponsors, euh, et ça les gens voient pas parce que c'est pas de leur faute. Ils consomment en fait, ils consomment, mais ils voient pas tout ça. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire gaffe aux des gens qui disent indépendants, mais ils ne sont pas indépendants. Les vrais indépendants, ça vient de leur poche, quoi, l'argent. Souvent, ils ne font pas ça vraiment, quoi. Et puis, ils font tout. Ah, comme toi, hein. Ils font des montages, ils font des interviews, ils vont chercher des intervenants. Exactement. Certains ne font pas ça, ils font que des interviews. On leur prête partout. Ce qui n'enlève rien à leur qualité d'intervieweur. Oui. Je parle pas de ça. Hein. Il n'y a pas de jalousie derrière, parce que la jalousie, ouais, j'en ai, mais pas pour ça. Mais c'est plutôt de l'injustice. Moi, pour moi, c'est super important de valoriser, voilà, de mettre indépendant et indépendant. Quoi. C'est quoi? Tu vois, ça, c'est un sujet qui me parle, qui me touche. Et je suis pas le seul dans ce cas-là. On est des milliers, voire des millions de créateurs dans le monde à pas pouvoir vivre de notre passion aussi, tu vois. Et malheureusement, il y en a certains qui sont pour moi des imposteurs, c'est un mot assez fort, qui prennent la place et qui sont pas pour moi légitimes, tu vois. Et ça, malheureusement, le grand public ne le voit pas. C'est ça. J'espère qu'un jour, il y aura une émission dessus, voilà, ça me toucherait. Tu vois, même créateur de contenu, on voit créateur de contenu avec des médias traditionnels. Les gens s'étonnent. Moi, non. Bah, pour moi, c'est logique. Parce que quand tu vois qu'un tel avait travaillé avec un tel au début, bah, c'est une continuité, en fait. C'est un milieu pour moi de caste, tu vois, quand même. C'est pas que c'est à tout le monde. C'est comme le cinéma, c'est comme la littérature. D'ailleurs, je peux t'en parler. Hein, j'ai mon deuxième livre qui devait être édité à Paris, n'a pas pu se faire. Pourquoi? Parce que, tiens, ça va rejoindre ce qu'on disait au début. Le directeur, il m'avait dit tout OK, on a signé le contrat. Et puis il me rappelle, il me dit finalement ça ne se fera pas parce que vous avez interviewé des personnalités controversées, complotistes. Alors, OK, mais j'en parle pas du tout dans le livre, même de ces personnalités. Et puis il m'a dit ouais, mais non, mais je peux pas le vendre auprès des autres libraires. Donc ouais, c'est un univers que je connaissais pas tellement, tu vois, le monde littéraire. Donc là, l'édition. Et c'est là, ça m'a donné quelques informations, tu vois, sur comment marche. En fait, il y a des gens qui ont accès, des gens qui n'ont pas accès, il y a des gens qu'on voit plus ou qu'on voit moins. On sélectionne, comme il dirait j'aime bien ce qu'il disait le chanteur d'Indochine pendant les JO de Paris. On lui a posé la question, mais pourquoi il n'y a pas Indochine? Et puis lui, il a dit, parce qu'on ne fait pas partie du club. Eh ben, je comprends cette phrase, on ne fait pas partie du club. En plus, moi, je suis quelqu'un qui ne va pas faire du copinage, qui ne cherche pas
à flatter les autres pour flatter les autres. Moi, je suis plutôt direct. Si ça me convient pas, ça me convient pas. Je suis honnête, je suis sincère, tu vois. Et c'est peut-être pour ça qu'on me ferme aussi les portes, tu vois. Mais je remarque que c'est toujours les mêmes qu'on habite. Ici, on est édité dans une maison d'édition, c'est que il y a des conditions derrière, tu vois. Mon livre, et en plus, il m'a dit, s'il n'y avait pas ça, ton livre, je te l'édite. Il est génial, ton livre. Donc, tu vois, ça aurait pu être aussi un problème du livre. Tu vois, je me suis dit, ça se trouve, le livre n'était pas au niveau. Ça aurait pu être ça, mais c'était pas du tout ça. Et là, il m'a donné des réponses. Et d'ailleurs, je le remercie rien que pour ça. Ça m'a encore plus donné des réponses. Sur, voilà, et je vais l'auto-éditer, finalement, chez BOD, moi-même. Je vais le faire moi-même. Puis de toute façon, les maisons d'édition, la majorité, je parle pas pour Sarkozy, hein, mais la majorité, c'est toi qui fais la promo. De toute façon, donc autant la faire, ça changerait en fait pour moi parce que je l'aurais fait quand même la promo et il compte sur nous en fait pour faire la promo. Donc autant être auto-édité et en plus je gagnerais plus d'argent. J'ai envie de te dire bon, je fais pas ça pour gagner de l'argent, mais autant le faire soi-même, hein, je veux dire. Aujourd'hui, on a tous les outils nécessaires pour faire plein de choses. Ça, c'est incroyable, quoi. Exactement. Alors, en parlant de livre, on pourra y revenir dans un instant. Mais c'est vrai que je voulais revenir sur Sabaïdi. Alors, après Sabaïdi, le podcast, il y a Sabaïdi Run. Hein. Pourquoi tu as choisi la course à pied? Bon, j'ai une petite idée parce que tu en as fait, t'en fais toujours. Mais pourquoi tu as choisi ça comme moyen d'expression? Parce que la course à pied, en fait, j'ai participé il y a 3 mois et demi, au semi-marathon de Vientiane, donc la capitale du Laos, Oui. qui m'a beaucoup plu. Une course qui a commencé vers les 5h du matin, 4h30, 5h. J'ai jamais fait une course aussi tôt de ma vie. Et j'ai adoré. J'ai adoré cette course. L'ambiance, les gens, c'est pas comme ici. On sent pas de compétition, il y a pas de... je sais pas comment dire, c'est apaisant. Je sais pas, tu te sens bien. J'ai adoré cette ambiance-là, même la course en elle-même. Et j'avais déjà eu cette idée-là, hein, déjà, mais je me suis dit, pourquoi la course à pied? Parce que c'est le sport, en fait, ça fédère. Ça fédère, ça réunit les gens. On l'a vu avec le PSG. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Même ceux qui connaissent rien au foot, ça fédère quand même. En fait, les gens cherchent la fête, en fait. Quel que soit le support, en fait. C'est une excuse, hein, tout ça. C'est faire la fête, célébrer ensemble les choses. Et moi, c'est pareil, je veux fédérer et bon, il se passe quand même, il y a des petits conflits hein, quand même en Asie du Sud-Est, par exemple entre Cambodge et Thaïlande. En fait, je veux, à travers cette course, relier donc les 11 pays d'Asie du Sud-Est. Je ne savais même pas qu'il y en avait 11 au début, tu vois, j'ai même appris des choses sur la géographie. Et donc apporter un message de paix et d'amitié entre chaque peuple. C'est un peu ça ma démarche de manière dans le sport. Pas politique, mais sportif. Et aussi faire rayonner le Laos à travers cette expédition qui va durer 1 an. Au moins 1 an, peut-être ça va durer plus. On ne sait pas. Et aussi parler aux personnes qui ont cette double culture, voire triple, voire quadruple, qui se recherchent, qui veulent retrouver ses racines. Donc moi, je pars à la quête de mes racines, de mes origines, de mes ancêtres, parce que le Laos, certes, c'était pas que le Laos, hein, c'était avant des royaumes, tout ça, hein, Vietnam, Cambodge, Thaïlande, c'était des royaumes, et moi j'essaie d'aller aussi au-delà du Laos, voir nos pays voisins, et puis découvrir aussi l'Asie du Sud-Est tout court, et je me suis rendu compte que c'est très très riche, quoi. C'est très varié, c'est pas ce qu'on croit en fait. Par exemple, tu vas à Timor, je connaissais même pas le pays, Timor. Les gens parlent portugais, ils ont un teint plutôt île. Tu vas à Singapour, il y a 15% d'Indiens. Tu vas à Brunei, c'est un pays musulman. En fait, c'est très riche l'Asie du Sud-Est. Tu vas aux Philippines, tu as des milliers d'îles. En Indonésie, n'en parlons pas, je crois que tu en as plus de 17 000. Enfin, c'est très très riche l'Asie du Sud-Est. Donc du coup, je suis assez content de valoriser cette région qui n'est pas assez, pour moi, visible. On parle beaucoup de la Chine, du Japon, de la Corée.
ce qui est très bien d'ailleurs. Mais l'Asie du Sud-Est, waouh, c'est. En plus, il y a une histoire aussi avec la France, hein. Il y a des anciennes colonies françaises aussi, donc tu vois, donc, quelque part, il y a une logique en fait, franco-laotien qui va faire cette course-là. Voilà, et puis j'ai quelques partenaires dans cet événement-là. On a quatre organisateurs de marathon, parce que, ouais, aussi cet aspect-là que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ne me voient pas comme un concurrent. Tu vois, je fais certes mon événement, Sabaody Run, mais eux, ils ont leur marathon et je me greffe dans leur marathon et puis ils sont OK, quoi. Parce qu'ils voient ma démarche et puis voilà, on est partenaires, ils m'offrent le dossard, quelques nuits d'hôtel, super sympa. J'ai jamais eu un accueil aussi comme ça en fait. C'est vraiment ça, c'est l'Asie, tu vois. Ça, c'est l'Asie du Sud-Est. Accueillant, t'ouvres l'esprit. En plus, ils me disent même si tu veux une voiture entre l'aéroport et l'hôtel, bah tu peux me demander. Enfin, tu vois, c'est ça en fait. Puis aussi, je voulais partir également avec ma femme, voilà, de l'Europe, hein. J'en ai un peu marre de cette ambiance parfois égocentrée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est en partie un prétexte aussi, enfin le Sabaody Run, c'est aussi un prétexte aussi pour quitter l'Europe ou pas nécessairement? Non, non, mais ça m'arrange aussi. Oui. Ça m'arrange aussi. Tu vois, ça m'arrange aussi. Mais le but principal, c'est ce que je viens de te dire Mhm. là tout à l'heure. Mais aussi, comme je dis tout à l'heure, je suis quelqu'un d'égoïste. Je veux me retrouver, j'ai envie de savoir qui je suis encore. Tu vois, je veux comprendre en fait d'où je viens. Et ça, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'aller là-bas, quoi, sur place. Mhm. Comme rencontrer les gens d'ailleurs. Pour ça, juger les gens, ok, mais avant de les juger, il faut essayer de les rencontrer, tu vois. Comme je t'ai dit, je suis dans la continuité de ce que je fais avec Stephen K. Je vais rencontrer des gens, des peuples, des ethnies, des endroits que je connais pas. Ça se trouve, tu vois, on dit Myanmar, c'est la guerre là-bas, mais ça se trouve, c'est pas aussi terrible qu'on croit. Mhm. Bah, je le verrai par moi-même, en fait. Oui. En plus, ils organisent un trail là-bas. Ils m'ont dit, OK, on t'invite, et on prend un hôtel pour toi. Bah, tu vois, ça te remet totalement en question sur ce monde inversé, quoi, en fait. Donc, moi, j'appelle ça désacraliser les symboles. Donc, le méchant, le gentil, en fait, faut enlever ces étiquettes et observer les choses pour toi-même. Exactement. Voilà. Et comment on se prépare physiquement et mentalement pour ce genre de projet? Alors, bah, physiquement, ouais, j'ai travaillé, bah, j'ai un peu repris mes entraînements de l'époque. Bon, après, je suis un peu moins jeune parce qu'avant, bah, je dis pas que je suis vieux, mais on n'a pas la même condition physique qu'avant, quoi. Donc, je le sens, tu vois. Bah, en fait, moi, ma technique, c'est quoi? C'est je cours lentement. Je cours pas forcément, je suis pas du fractionné, je fais pas des trucs qui demandent de l'adrénaline. Du coup, aussi. De la pression. Du coup, moi, je pense beaucoup au corps, tu vois Mhm. aussi. Certes, faire 11 marathons, c'est pas forcément sain pour le corps. Ça dépend comment tu le fais. Moi, je suis pas dans une logique de performance. J'y vais vraiment cool. Moi, j'aime bien l'image de la tortue. Quoi. Moi, je suis comme la tortue, je suis pas le lièvre. Je vais tout doucement, pas à pas. C'est pas grave. T'es fatigué, t'arrêtes pas, mais marche. En fait, tu continues à avancer. Et je suis dans cette logique-là, en fait, de patience. Ça travaille aussi l'ego, l'humilité. Euh, donc je m'entraîne comme ça. Je m'entraîne, je marche. Je marche beaucoup, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est à conseiller, hein, la marche, c'est... Ah, et moi j'adore la marche. Ouais, t'adores la marche? Oui, oui. C'est génial, quoi, la marche. Pour moi, c'est encore mieux que la course à pied. Moi, j'adore la marche. Donc, je fais ça, je cours très lentement, mais j'y vais progressivement. Je me dis pas, tiens, je vais faire 1 heure aujourd'hui. Je fais 10 minutes. Après, la semaine d'après, si je vois que je suis bien, 15, 20, j'en demande petit à petit et je respire par le nez tout le temps. Mhm. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui respirent beaucoup par la bouche. Je l'entends même au parc Monceau, là. Ouais. Tu sais, j'étais en méditation, je ferme les yeux et puis j'entends les respirations. Et donc, respirer par le nez, tu vois, je m'entraîne à ça beaucoup. Mhm. Si je suis capable de faire 1 heure en respirant par le nez, en n'étant pas fatigué, c'est bon signe. Là, et beaucoup de visualisation. Enfin, je me visualise beaucoup pendant la course. Avant, pendant, après. Voilà, je fais beaucoup de ça. Mhm. Donc c'est comme ça que je me prépare.
Et puis après, il n'y a plus qu'à, hein. Après, je ne me mets pas trop de pression non plus. Euh, voilà, je m'imagine comment je commence et comment je finis la course. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu vas commencer à partir de quand cet été quel, euh, quel mois? Juillet, août En août. en août, ouais. Ouais. Je devais faire le marathon de Bali officiel fin août, mais c'est déjà pris, complet. C'est un Mhm. truc de dingue. Bon, je vais essayer de voir avec l'organisatrice si c'est possible de m'avoir une place, mais si je n'ai pas de place, en fait, je le ferai moi-même. En fait, il y a des marathons que je ferai de manière officielle et d'autres seuls avec Strava. Donc, je ferai les 42 195 kilomètres. Mais ça sera a priori fin août que je vais commencer le premier marathon, quoi. Mhm. Donc on va aller step by step, hein. Déjà, on va voir ce que ça donne. Ok. Alors, on va revenir au livre, bien évidemment. Tu es également auteur. Tu avais sorti en 2021 le livre Chemin à la forge de soi. Comment il avait vu le jour et puis comment tu avais réussi à le promouvoir, ce livre? Ouais, alors pareil, première expérience en tant que publication, parce que j'avais publié, si tu veux, des livres personnels que j'ai écrits, j'en ai à peu près 10, mais que j'ai jamais publié. C'était juste pour moi-même. Mhm. Mais celui-ci, c'était le premier que je montre aux gens. Ça, je l'ai fait sur Amazon. J'ai pas d'éditeur, hein. Forcément. C'est compliqué d'en avoir aussi, surtout quand tu n'as pas de visibilité. Et c'est compliqué. Et puis, il y a tellement d'auteurs aussi. Promouvoir, j'ai pas vraiment promu, en fait. J'en ai parlé, mais pas assez. C'est vrai, je l'ai fait pour moi, surtout. Donc c'est un livre qui regroupe en fait des citations de personnes que j'ai interviewées. Je crois à cette époque j'en avais 500. Oui. J'ai pris à peu près pour moi, hein, les meilleurs passages de chaque personnalité. Voilà. Ça m'a pris un peu de temps. Je n'ai pas fait avec l'intelligence artificielle parce qu'il n'y avait pas ça. Bon. Donc j'ai pris vraiment du temps à le faire. Bon, c'est pas le meilleur bouquin. Le deuxième là que je vais sortir va être beaucoup plus pour moi riche en termes de ça sera aussi personnel, hein, parce que la première, il y a que des citations, donc c'est un peu froid, hein. Ça peut Mhm. donner cette sensation de Wikipédia, limite. Et là, le deuxième, il parle vraiment, là, on sent par quoi je suis passé, et aussi ce que j'ai appris de l'autre aussi. Oui. Là, c'est plus comme un roman, là, le Mhm. deuxième. Alors tout à l'heure, tu t'es exprimé au sujet des maisons d'édition. Tu sais, sur Instagram, il y a quelques semaines, j'avais vu une vidéo d'un gars qui avait fait une sorte de coup de gueule parce que lui, il aspire à être écrivain, à écrire des livres, mais il considère que bon, les maisons d'édition privilégient plus la visibilité et cherchent plus à promouvoir des gens qui sont pas vraiment écrivains, quoi. C'est des gens qui sont des célébrités, en fait, tout simplement. Et c'est quoi ton avis par rapport à ça? Ouais, je vais titiller un peu les choses, mais tu prends l'exemple de Sarkozy, quoi. Et je trouve ça scandaleux parce Qui que a fait croire d'ailleurs qu'il a... oui, son livre était sorti quand il venait sortir de prison. Et il avait dit dans une interview qu'en gros, avant d'être incarcéré, il avait même pas écrit une ligne. c'est ça. Moi, je trouve ça scandaleux parce que euh, limite qu'il soit publié ou pas, c'est pas ça qui m'intéresse, si tu veux. C'est le fait par rapport aux autres. Hmm, C'est injuste, tu vois. Tu vois, c'est une injustice aussi, pareil. Il y a des gens voilà, qui ont quelque chose à présenter, quoi. hmm, Une œuvre, et ils sont mis à la trappe. Et en fait, tu te rends compte que... je comprends, hein, le gars qui dit ça. hmm. Euh, Pareil, c'est du copinage, en fait, tout ça. Tu te rends compte, en fait. C'est comme une fois, là, bon, faut pas tout généraliser, Oui. mais c'est comme une fois, j'avais entendu une journaliste qui avait dit, Tu sais, nous, le patron m'a dit, mais on te recrute pas parce que tu es bon, on te recrute parce que tu dois nous apporter. Enfin, c'est pas parce que tu es bon ou pas. En fait, ils veulent pas des gens bons. Enfin, si c'était le cas, je crois qu'il y en a plein, mais qui sont sur Internet, du coup, tu les retrouves, hein. Ça serait, enfin, ça me rappelle l'école, toujours pareil, quoi. C'est pas le, moi, j'ai cru toujours au côté méritant. Si tu travailles bien, si tu appliques bien les choses, bah, ça va se passer. Mais en Hmm. fait, ça marche pas comme ça. Il faut que tu fasses partie comme je dis, d'un club, toujours pareil. Un club dans lequel je sais c'est quoi ces clubs, mais j'y vais pas.
j'y vais pas. Il y en a d'autres qui le font. Bah, s'ils peuvent se regarder dans une glace et pas dire la vérité aux gens, bonne chance, tant mieux. Moi, je ne fais pas partie de cela. Ça me dérange pas, tu sais, limite de finir pizza au lot après toutes ces interviews. J'ai pas de honte. Je suis fier. Je suis fier parce que je préfère faire ça, gagner ma vie comme ça, que faire quelque chose qui soit pas aligné avec moi-même. Et au regard, pour faire style, je travaille pour un tel auprès des autres et au fond, je suis pas heureux. Non, ça m'a pris, ça, tu veux. Donc, mais je comprends, le monde de l'édition, c'est comme le monde du cinéma, c'est comme le monde des médias. Il y a une sélection. Voilà, c'est comme ça. Encore plus dur pour les gens qui font en plus des... Sauf si tu as une audience. Après, si tu as une audience, c'est pareil. Même si tu as une audience, tu n'es pas libre non plus. Il faut que tu acceptes certaines règles. Est-ce que tu es prêt à les accepter ou pas, les règles? Il y a des choses que tu peux dire, des choses que tu ne peux pas dire. C'est toi qui choisis. Hein. Moi, par exemple, Lena Situation ou Hugo Décrypte, je pense pas qu'ils soient totalement libres. Je pense qu'il y a des conditions derrière. Oui. Ils disent pas, fais ce que tu veux. T'as des marques, c'est le monde, quoi. T'as des marques, il y a des objectifs financiers, marketing. C'est comme ça. Tu dois respecter ça, sinon t'es pas pris. Sinon, tu fais pas partie du club. Voilà, c'est un bon exemple. Si Hugo Décrypte peut interviewer des célébrités comme Lady Gaga, je crois pas que c'est venu. Je crois pas que Lady Gaga, elle a dit oui parce que c'est Hugo Décrypte ou parce que Hugo Décrypte a trouvé le numéro de téléphone de Lady Gaga sur Internet. Peut-être. Comme moi, j'ai trouvé le numéro de téléphone du père d'Elon Musk. Donc c'est pour ça que je dis peut-être. Tu vois. Mais non, c'est parce qu'il y a des marques, il y a des trucs. On te fait rentrer dans un sas. T'es pris ou t'es pas pris. Puis les gens voient, ils disent bravo, t'as commencé de si loin de la chambre et tout. Mais faut dire, je pense qu'il faut dire aussi la vérité, tu vois. C'est important. Comme Guillaume Play, je vais revenir à lui. S'il peut faire tout ça, des montages, ça coûte cher. Faire des montages, louer un studio. En plus, lui, il a une équipe. C'est pas lui. Ça demande beaucoup d'argent. Et je pense pas que c'est son argent à lui, tu vois. Il y a des aides, il y a Influx, tu vois, c'est une agence qui bosse avec Légende et avec Le Crayon, avec plein d'autres qui donnent de l'argent chaque année. Moi, comme toi ou comme tant d'autres, non, je veux dire. Mais moi, même si on me le proposait, je dirais non. Pourquoi? Parce que je ne pourrais pas interviewer quelqu'un que j'ai pas envie. Je peux pas. Tu vois, je peux pas. En fait, tu n'as pas envie de. Quand tu dis que tu n'as pas envie d'interviewer quelqu'un que tu n'as pas envie, c'est-à-dire qu'en fait, si on te demandait d'interviewer telle personne, tu serais obligé de faire bonne figure, alors qu'au fond, ça ne te fait pas plaisir. Mais exactement, tu vois. C'est pour ça que quand je parle d'Hugo Décrypte et de Guillaume Play, c'est pas que je les attaque, mais je pense qu'il y a des interviews qu'ils veulent pas faire. Oui. Guillaume Play, avec son Légende Business, on sait très bien que c'est les entrepreneurs qui payent Légende pour passer dans l'émission. Je pense pas que lui, il a dit c'était mon rêve de t'interviewer toi. Je pense pas, tu vois. Et moi, j'ai pas ça. Et je suis assez c'est ça. J'ai mis beaucoup de temps, tu vois, parce que je m'en voulais un peu. Je me dis mince. J'arrive pas à faire autant et en fait je me rends compte que en fait j'ai peut-être le truc le plus important, la liberté en fait. J'ai pas de pression, j'ai pas de marque, j'ai pas de sponsor qui me disent quoi faire, j'ai pas un rédacteur en chef qui me dise bon ok on valide pas, je suis libre. Donc pour moi c'est et après voilà, si on parle d'argent, faut trouver un système, un moyen. Je pense qu'il y a des astuces. Moi, je ne l'ai toujours pas trouvé, honnêtement, le moyen. Donc, je me focalise sur ce que je vais faire à côté, travailler. Et il n'y a pas de honte à avoir. Je n'ai pas de honte à avoir. Je préfère ça, quoi. Puis ça me reconnecte avec le peuple aussi. C'est important. Par exemple, Thierry Frémaux, je l'ai fait, mais à côté, j'étais agent d'accueil dans un club de sport, tu vois. Je passe de Thierry Frémaux à ça. Et c'est assez intéressant. Tu vois, je passe d'un monde à l'autre. Ça te permet de rester sur Terre aussi. Exactement. Oui. C'est pour ça que c'est super, en fait. Ce qui n'est pas évident, c'est garder cette flamme. Moi, ce qui m'a sans doute aidé
je suis passé par plein de phases. Hein. Oh là là, des hauts, des bas. J'ai même des gens qui ont piqué mes idées. J'ai plein de choses. Hein. Mais moi, c'était toujours ça me nourrissait en fait. Voilà, c'est ça qui m'aidait à continuer. Donc il y en a d'autres qui arrivent à continuer parce qu'ils arrivent à se nourrir grâce à de l'argent et on les aide. Il y en a d'autres qui n'ont pas d'aide, mais qui arrivent à se nourrir avec de la passion. Moi, je suis parti de cette deuxième catégorie. Tu vois. Mais je comprends ceux qui abandonnent en cours de route. J'en ai rencontré des médias qui étaient super motivés au bout d'un an. Déjà un an, c'est pas mal, un an, tu vois. Mais qu'après, tu les vois plus. C'est pas évident. Hein. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce serait bien d'entendre des gens qui soient indépendants, qui parlent, qu'on donne la parole à ces gens-là, en fait. Ce serait bien, quoi. Les vrais indépendants, comme tu aimes le dire. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Je crois que c'est Willem. Oui. Voilà, Willem. Je pense qu'il est indépendant, tu vois. Il a réussi à faire son court-métrage, enfin son documentaire, son film. On l'a pas vu pendant 7 ans. Moi, je dis bravo à lui, tu vois, autofinancé. Bon, ça fait plaisir de voir ça. Je pense qu'il y en a d'autres qui n'ont pas non plus cette ampleur comme lui, il a. Bon, lui, il a eu voilà, il est quand même dans des plateformes comme, je crois, Disney+, mais il y en a d'autres qui sont dans aucune plateforme et qui font certainement ce que lui fait, tu vois, mais qui ne sont pas visibles. Ce serait bien, tu vois, un jour une émission, un concept d'émission où tu n'as que des gens comme ça. Comme toi, tu fais. Hein. Tu mets en lumière des artistes. Exactement. Des artistes qui, pour certains, n'ont pas d'attaché de presse aussi. Hein. Ouais, c'est ça. C'est eux, quoi. Oui, c'est ça, exactement, oui, voilà. Et c'est ça aussi qui me fascine. Voilà. Et c'est souvent eux les plus intéressants parce qu'ils ont des choses à dire. Et c'est vrai, quoi. Donc, moi, je suis content. C'est pour ça que je suis content que toi, quand j'ai vu ton média, je me suis dit, waouh, ça me plaît. Culture et passion, en plus, c'est deux termes qui me parlent. Et il en faut plus des médias comme toi. Voilà. Bah, merci. Alors, toujours pour revenir au livre, est-ce que toi, il y en a un qui t'a déjà marqué dans ta vie? Un ou plusieurs? Bah, tu vas rigoler, mais moi c'est Harry Potter, quoi. Ouais. Moi c'est c'est bien aussi. Hein. Harry Potter à l'école des sorciers, quoi. Le premier, quoi. Parce qu'il est pas très long, il est facile à lire, et surtout j'ai compris le livre, quoi. Et surtout j'ai visualisé le livre, quoi, dans ma tête. Ça, je sais pas pourquoi, mais je me sentais fier d'avoir vu le film. Et quand le film est sorti, c'était un peu limite comme j'avais imaginé, quoi. Donc je me suis dit, ça c'est un livre pour moi qui m'a marqué. Après, il y a d'autres livres. Je crois que c'était le guide du scénariste de Vaucleur. Ça, c'est un guide. En fait, c'est un livre qui parle de comment tu crées un scénario, mais à travers ça, c'est surtout intéressant, c'est comment tu crées une histoire. Et donc, le gars, il a inspiré des réalisateurs, notamment George Lucas. En fait, dans chaque film, il s'est rendu compte il y a toujours les mêmes ingrédients. Tu vois, le climax, des personnages qui représentent des messagers, des mentors. Donc ça fait partie un peu, il s'est inspiré du voyage du héros de Campbell, pour lequel Campbell il a un peu analysé chaque civilisation et il s'est rendu compte que dans chaque histoire, on raconte la même histoire en fait, avec des personnages différents. Et Vaucleur s'est inspiré de Campbell pour comment créer un scénario. Donc, tu retrouves un peu les mêmes ingrédients dans chaque film que tu vois, en fait. Mais c'est intéressant de voir, malgré les mêmes ingrédients, on a envie d'aller voir un film. Oui. Je trouve ça magique, en fait. C'est quelqu'un qui disait, je trouve ça fascinant que les gens aillent voir un film alors qu'on joue quelque chose de faux. En fait, tu vas voir quelque chose de faux, mais c'est pour ça que c'est magique, en fait, le cinéma. Il y a quelque chose inexplicable. Exactement. Ouais. Et est-ce que toi, tu as une source d'inspiration, un modèle qui t'a déjà inspiré? Ouais, les modèles. Moi, je crois que les modèles qui m'ont vraiment inspiré, c'est toujours les gens qui ont surtout gardé les pieds sur terre. Hubert Reeves, que j'avais interviewé, tu vois, qui est plus là, malheureusement, lui aussi, qui m'a reçu 2 fois chez lui, en chaussettes, je me rappelle toujours, accueillant, humble. Quand j'étais gardien de square, tu vois, même des gens, parce que quand t'es gardien de square, c'est intéressant, parce que tu rencontres des gens de tous bords, et tu peux discuter avec n'importe qui.
des sans-abri, des gens de quartier, des fois un peu des gens qui travaillent pour la mairie. Ça développe ta capacité. Quelque part, tu fais des interviews, en fait, sans le savoir. Oui, tu oui. vois. Ça développe ça, en fait. C'est ça qu'on devrait apprendre aux élèves. C'est d'aller dehors, en fait. C'est ça les meilleurs cours. Faites des micro-trottoirs. Allez aborder un tel. Même faites limite, si ceux qui veulent faire des conférences, allez vous entraîner dans les métros. Ça, c'est dur. Hein. Faites un pitch dans un métro. Moi, j'admire les gens qui font ça. Ça me fait penser aussi aux musiciens du métro. Voilà, Ouais. c'est ça. J'admire ces gens-là. Et c'est marrant parce que on a tout de suite un peu l'image des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mal vu, mais en termes d'énergie, de puissance, ils sont bien plus forts que la plupart qui sont les yeux rivés sur leur portable et un peu amorphes. Tu vois. Eux, ils sont waouh, tu sens qu'ils ont de la vie, quoi. Comme les sans-abri, tu leur parles, il y en a certains, waouh, ils ont une vitalité de dingue, quoi. Et donc, moi, c'est ça qui me touche le plus. Ce sont ces gens-là, en fait. Une fois, tu vois, je suis traversé Saint-Lazare, une voiture qui m'a percuté un peu. Je suis parti à 3 mètres. Il y avait plein de monde. À Saint-Lazare, c'est vraiment dans la rue, il y a du monde. Oui. Il n'y a personne qui m'a ramassé, tu vois. Sauf une personne, un sans-abri. C'est un truc de dingue. Cette image est restée dans ma tête, ça. Ah oui, c'est dingue. Hein. Et quel conseil tu donnerais au jeune Steven qui galérait à l'école, maintenant que tu as un peu de recul? Continue à faire ce que tu fais, c'est-à-dire regarde la télévision, Club Dorothée, parce que ces dessins animés-là vont plus voir le jour. Ne culpabilise pas, tout va bien se passer. Et la vie sera grand ouverte pour toi en fonction de ce que toi tu rêves et va au bout de tes rêves, quoi. Voilà. Est-ce que, bon, tu l'as déjà un peu dit, mais qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui, par exemple, qui échoue au collège, au lycée, et qui a l'impression que sa vie, elle est déjà finie, en fait? Et par exemple, quelqu'un qui n'a pas réussi à avoir le bac et qui se dit ma vie, elle est foutue. Même moi, quand j'ai passé le bac, j'avais l'impression que j'ai joué ma vie, en quelque sorte. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Et puis, voilà, je sais pas pour toi, mais moi, on mettait la pression. Et puis, Ouais. je voyais aussi tous mes cousins et mes cousines qui avaient le bac. Et puis, mes parents me disaient, il reste plus que toi. Tu vois. Ouais. Ça te rajoute une pression de plus. C'est vrai. Tu te dis, si je l'ai pas, je suis la risée de la famille. Et puis, Mhm. l'image, quoi. L'image, toujours l'image qui te. Notamment, moi, je suis d'origine africaine. Hein, c'est pareil pour les familles. Comme mes parents, eux, ils viennent du pays et tout ça, c'est peut-être ça aussi. C'est hein. ça aussi. Ouais. En fait, c'est une forme d'amour quelque part. Ils veulent être fiers de leur fils, quoi. Mhm. Mais ils n'ont pas besoin de ça pour être fiers de leur fils, quoi. Enfin, d'être déjà, c'est déjà pour moi réussir. Parce que réussir, c'est quoi? Gagner sa vie, c'est quoi? Déjà, ce mot gagner sa vie, pour moi, veut rien dire du tout, tu vois. On peut avoir beaucoup, beaucoup d'argent et y être triste, quoi, Ouais. pas heureux. Pourquoi gagner sa vie? Déjà, la vie en tout court, c'est énorme. Déjà, Mhm. tu vis, tu existes. Oui. Pourquoi tu veux gagner ta vie? Tu as fait un... tu es là, quoi. Tu existes. Parce que peut-être tu as aussi voulu exister. Hein. Tes parents t'ont mis au monde, mais peut-être inconsciemment, tu as aussi voulu... Déjà, rien que ça, bravo. Bravo d'exister, tu vois. Ah oui. Donc déjà, on devrait être fier de ça, quoi. Mhm. Pas besoin de talent, tu vois, pour ça. On existe. Mhm. Parce que c'est un mot que je déteste, hein, le mot talent. C'est... En gros, ceux qui ont pas de talent, ils sont quoi? Tu vois, non, pour moi... plus talent, ça veut rien dire. On est bon dans un domaine et puis l'autre, il est moins bon et on est complémentaires, en fait. Je sais pas si tu connais cette phrase, n'en déplaise au cher président de la République qui disait il y a 9 ans de cela, les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien. Ouais, ça, pour moi, là, ouais, c'est ça, ouais. Moi, même le rien n'existe pas, tu vois. Donc, moi, ce que je dirais, c'est... Ne fais pas ça pour le regard des autres, surtout. Toi, fais ce s'il te plaît. Si tu veux le retenter, le bac, fais-le. Peu importe l'âge. Ouais, peu importe l'âge, franchement. Parce que l'école, c'est... Tu vois, moi, j'ai rien contre l'école, en fait. Je pense que c'est important, tu vois, quand même.
Après, ce que j'aime pas, c'est le côté, voilà, il y a des règles, il y a des trucs. Bon, moi, je suis pas règle. Il y a des gens qui sont règles. Tant mieux pour eux. Hein. Chacun son domaine, en fait. Peu importe, c'est pas grave. Mais qui retente, qui soit fier de lui, quoi, surtout. Et qui profite vraiment. Parce que le résultat, c'est bien, mais après, qu'est-ce que t'en fais de ce résultat-là, tu vois? Puis voilà, il y en a plein, malheureusement. Bah, t'as vu, c'est l'électrochoc, quoi. Je fais 7 ans après le bac, et puis je me retrouve. Dans un domaine dans lequel je ne corresponds pas, ou je ne devrais pas être là, tu vois. Donc, pas culpabiliser, et pas faire ça pour les parents, même pour les parents, pas faire ça pour les parents, faire ça pour soi-même. Et puis, si tu es fier de toi, et si tu t'aimes, surtout, bah, les parents vont être fiers de toi. Je pense que les parents, ils veulent quand même voir un enfant qui soit heureux, que malheureux, quoi. Oui. Et en plus, si tu le fais pour eux et que tu n'es pas heureux, bah, quelque part, tu mens à tes parents. Mhm. Parce que tu le fais et tu leur mens, en fait. Et ça, c'est pas très cool. Enfin, c'est pas très franc. En fait, tu les... Et peut-être qu'ils vont le ressentir, tes parents, mais ils vont pas te le dire. Mhm. Tu vois, en fait, ça enlève tellement de choses si tu déconnectes toi. Ouais, voilà. Bah, super. Et où est-ce que tu te verrais dans 15 ans? Alors déjà, est-ce qu'il y a 15 ou 16 ans, tu t'imaginais faire tout ce que tu fais aujourd'hui? Honnêtement, non. Dans la forme, non. Mais je savais, par contre, je savais que j'allais rencontrer des gens. Oui. Mais je sais pas comment. Je savais que j'allais rencontrer, je pense à lui, à Alain Robert, le Spider-Man français, qui a grimpé tous les gratte-ciel à main nue, qui a plus de 60 ans aujourd'hui, qui continue toujours d'ailleurs. Mhm. Je savais que j'allais rencontrer des gens, mais je sais pas comment. Donc j'ai quelque part, ouais, je l'ai toujours su. Après, ce que j'ai pas su, c'est comment. Les interviews. Ouais, en fait, c'est beaucoup de visualisation, en fait, je pense. Même Thierry Frémaux, Festival de Cannes, je savais que j'allais l'interviewer. Je sais pas comment, mais je savais. Bon, après, il y en a, j'ai visualisé, ça s'est jamais passé, quoi. Aussi, hein. Mhm. C'est pas une science exacte, hein. Mais quelque part, je vis la vie que j'ai toujours quelque part voulu. Après, évidemment, j'en ai d'autres, des rêves qui vont se faire ou pas, peu importe. Moi, je suis dans l'instant présent, là, tu vois, je vis les choses. C'est pas évident par moment, tu vois. Je doute beaucoup de moi aussi. Mais après, j'essaie quand même de prendre du recul sur tout ça, quoi. Mhm. Voilà. Même les réseaux sociaux. Tu vois, je suis dedans, c'est vrai, mais je me déconnecte un peu de tout ça parce que ça peut devenir toxique à un moment donné. Il y en a certains qui l'utilisent, tant mieux, c'est thérapeutique. D'autres qui l'utilisent, en fait, il y a diverses raisons de pouvoir l'utiliser, hein. Il y en a d'autres qui l'utilisent pour donner des informations Mhm. qui soient utiles pour des gens, des outils. Moi, je suis ni dans l'un ni dans l'autre, finalement. C'est vrai que si je transmets un peu des parcours de vie des autres, c'est quand même un outil. Oui. Mais moi, ça me nourrit pas. J'attends pas de... Moi, par exemple, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, mais je sais que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, quoi. C'est important aussi d'avoir les rapports humains, tout Voilà. ça, c'est très important. Exactement. Exactement. C'est pour ça que quand PSG gagne, il y a une fête. Mhm. Quand il y a la Coupe du Monde, les gens ils sont contents de se retrouver dans un bar ou voilà, dans un appartement avec plein de gens. Euh, ouais, c'est pour ça que moi, tout ça, tout ce qui est festif, moi, je suis OK, tu vois. Pour moi, c'est relier les humains. Mhm. Voilà, comme les invités. Chacun a le droit de donner son avis sur qui il veut, j'ai voulu faire un truc comme ça, en allant vraiment, j'aime pas ce mot-là, mais extrême. Non, j'ai envie de dire, je suis allé dans tous les bords quasiment. Mhm. Ça plaît, ça plaît pas. Moi, je suis dans le parcours de l'humain, en fait. Et chacun va peut-être s'y retrouver ou pas. Mais chacun, je leur laisse le choix, si tu veux. Après, j'ai toujours des avis personnels, évidemment, hein. Mais tu dois le savoir, hein, mais quand tu es intervieweur et tu vas interviewer un tel, peut-être ce qui est un peu dommage, c'est que les gens te collent à cette étiquette-là et ils croient que tu penses comme lui. Mhm. Tu fais partie du mouvement, quoi. Alors que non, tu fais des interviews. C'est pas évident, hein, parfois. Mhm. J'en ai eu, hein. Même des invités. Parfois, ils ont dit, ah, mais t'as interviewé un tel, je veux plus que ma vidéo, elle soit dans tes interviews. C'est m'est arrivé. Ouais, ça m'est arrivé aussi une fois, mais une fois, oui, oui. Pas, mais c'était il y a longtemps. Ouais. Moi, je dis ok, pas de souci, hein. De toute façon, les gens, c'est leur droit et c'est leur image. Il n'y a pas de souci.
Mais voilà, c'est toujours pareil, quoi. La peur d'être associé avec un tel. C'est tellement dommage, en fait, pour moi. Moi, j'ai complotiste, pas complotiste. Pour moi, c'est un mot qui veut rien dire, pour moi. Tu vois, j'ai envie de te dire. C'est des êtres humains. On a des avis qu'on n'est pas d'accord. Toi, tu vois la Terre, elle est ronde, elle est plate, elle est en carré, elle est en triangle. Moi, personnellement, entre nous, je m'en fous complètement. Hein. La forme de la Terre, c'est pas ça qui va changer ma vie. Je suis prêt à inviter toutes ces personnes-là à discuter, à entendre leurs arguments. D'autres n'arrivent pas à faire ça. Et du coup, après, ils t'envoient des messages où ça parle toujours de soi, en fait. C'est jamais toi, ils jugent pas toi, en fait. Pas ta personne, ils connaissent pas ta vie. Donc, c'est partie du jeu. Ouais. Ok. Bah, merci à toi, Steven. Merci, Kevin. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Alors, j'ai Instagram, donc Steven Kitirat, ou Sabadi Podcast. Ouais. Après, j'ai LinkedIn, hein, Steven Kitirat. Après, j'ai TikTok, Sabadi. Et sinon, il y a mon site principal, hein, stevenkitirat.net. Ok, super. Bon, merci encore à toi. Et puis, bon courage hein, pour le Sabaïdi Run. Alors, j'ai dit ça, Sabadi. Hein. Sabadi, c'est Oui, ça. Sabadi. Pas de souci. Merci, Kevin. Ouais, je t'en prie. Et bon courage pour la suite de tes aventures. Merci beaucoup. Vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode sur toutes les plateformes. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouvel épisode de Source Inspiration au pluriel.